Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens, en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Robert Rochefort, vice-président du MEDEM. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen de la région Sud-Ouest, ancien directeur du CREDOC. Vous êtes économiste et spécialiste des questions de consommation. Pour vous interroger donc, Corinne Laurent, La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. Le gouvernement démarre ce matin une nouvelle conférence sociale avec à l'ordre du jour une nouvelle réforme des retraites. Il manque 20 milliards d'euros d'ici à 2020. Le rapport de Yannick Moreau a donné quelques pistes, mais je dirais que c'est toujours un petit peu les mêmes. Allongement de la durée de cotisation, on retarde l'âge de départ à la retraite, ou on augmente les cotisations, ou on diminue les pensions. Quelle serait pour vous la meilleure solution ? Je crois qu'on ne prend pas bien la question. On ne peut pas aborder cette question uniquement sur des aspects démographico-comptables. Je crois qu'il faudra travailler plus longtemps. Mais se contenter de dire aujourd'hui le système est parfait et il faut un peu modifier les curseurs pour arriver à un équilibre, ce que l'on fait depuis plusieurs années, sans d'ailleurs obtenir cet équilibre. Et je vous indique une fois de plus que ce qui sera fait probablement cette année comme réforme sera encore une fois une réforme partielle qui renverra à une nouvelle réforme dans quelques années. Mais enfin, essayons de pousser un peu plus loin le raisonnement. Si on dit aujourd'hui à un jeune qui a 28 ans et qui a cotisé peut-être 3 ou 4 trimestres uniquement à l'aune de ses 28 ans, qu'il faudra qu'il travaille 44 ans oui, pour toucher une retraite. Moreau, oui. Toucher une retraite sur laquelle d'ailleurs il n'y a aucune garantie en matière de pouvoir d'achat, puisqu'on parle en même temps de désindexation de cette retraite. Je ne crois pas que si on lui dit cela, on le prenne vraiment au sérieux. Je ne crois pas qu'on lui propose quelque chose qui lui donne une perspective. C'est pour ça que je pense, et que nous pensons au mouvement démocrate, qu'il aurait été indispensable de refonder le système. Et pour nous, refonder le système, ça voulait dire aller vers un système par points, un système de compte notionnel tel que la Suède l'a fait. Et je voudrais en 2 mots, non pas vous dire ce qu'est le système par points. Une précision, ce que François Hollande, dimanche soir sur M6, a écarté, parce qu'il a dit c'est trop compliqué. Oui, alors c'est absolument pas compliqué. Je vous le dis d'abord, c'est le système actuel qui est très compliqué. C'est le système par points qui est simple. Le système par points, c'est un système dans lequel, quel que soit l'endroit où vous cotisiez, vous obtenez des points et ces points s'additionnent. Et cela permet par exemple de faire en sorte qu'en cas de pénibilité, on ait des points supplémentaires. Si on veut garder des bonifications liées au fait d'avoir eu beaucoup d'enfants, on peut très bien donner des points supplémentaires. Si on veut, c'est une de mes propositions, qu'un certain nombre d'années passées dans des associations d'intérêt général puissent être reconnues, ça donne des points supplémentaires. Mais ça donne des libertés également. Je pense par exemple qu'il y a des personnes qui, à 55 ou à 56 ans, aimeraient bien réduire leur temps de travail, passer à temps partiel, mais qui ne le font pas, non pas à cause de la perte de salaire, mais à cause de la perte de leur droit à retraite qu'elles n'acquéreraient pas en passant à temps partiel. Le système par points peut très bien leur proposer de dire « vous pourrez acheter des points pour faire en sorte que vous cotisiez exactement de la même façon que si vous étiez à plein temps ». Je m'arrête sur ce point parce qu'il y a différents types de choses. Alors ça, c'est le système que préconise notamment la CFDT. Absolument. Pourquoi ne le fait-on pas ? Parce que je pense que le jeu politique est usé. On en parlera peut-être un peu plus loin dans l'émission. Mais vous voyez bien que les exécutifs, finalement, ont peur. Et que c'est le cas de François Hollande. François Hollande aurait certainement aimé se passer d'une réforme des retraites. Il ne peut pas s'en passer. Et il essaye de faire en sorte que, en croyant que cela rassure les gens, en ne changeant pas le système, il essaye de présenter ceci comme étant quelque chose qui préserve tous les acquis. La réalité n'est pas là. Donc la réalité, on rafistole. On est par exemple dans le dialogue de sourds sur la question de l'équité ou de l'égalité entre les fonctionnaires, les régimes spéciaux et le régime général. Vous avez dû voir comme moi
au cours des jours passés, des témoignages de certains qui disent en tant que fonctionnaire, je ne suis pas avantagé, ce n'est pas vrai du tout, je suis même pénalisé. Des gens du régime général, c'est-à-dire du secteur privé, qui disent on est pénalisé. Donc je pense que ce n'est pas un service à rendre. Et je pense, si vous le permettez, pour terminer sur la conférence sociale d'aujourd'hui, je pense qu'il y avait deux sujets fondamentaux, la question de l'emploi et la question des retraites. Et je pense que le gouvernement a tort de rajouter plein d'autres sujets, d'en faire un exercice qui n'est pas inutile, de voir les responsables syndicaux et les forces sociales se réunir, mais qui en tout cas n'a de sens que si ça s'accompagne derrière de véritables réformes. Question de Corinne Laurent pour le journal La Croix. Oui, vous semblez dire que la réforme ne sera probablement pas assez audacieuse. Est-ce qu'il faut exclure des débats, des discussions, le régime des fonctionnaires ainsi que les régimes spéciaux qui sont potentiellement explosifs? Je crois que vous avez compris le sens tout à l'heure de mon idée. C'est qu'il faut une convergence entre ces régimes. Le système par points permet, comment dire, cette convergence. J'insiste sur un point dont on parle peu dans les débats actuels. C'est que la réalité sociale aujourd'hui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir des bouts de cotisation dans des régimes différents. Il y a des gens qui vont avoir des années dans la fonction publique, des années dans le secteur privé, peut-être des années en tant qu'auto-entrepreneur, voire même quelques années à l'étranger. Ceci va devenir une réalité beaucoup plus fréquente que par le passé. Aujourd'hui, ces gens sont pénalisés parce que chaque régime défend les intérêts de ceux qui sont ses cotisants propres, c'est-à-dire qui passent l'intégralité de leur vie dans un régime. Ceci est une injustice absolue. Donc il faut aller dans une convergence des régimes. Je crois à terme une fusion dans un système par points. Je pense qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais il faut des étapes de cette nature. Autrement dit, ce qui aujourd'hui me paraît le plus important en ce qui me concerne, c'est que par rapport à ces régimes spéciaux, par rapport au régime des fonctionnaires, les nouveaux embauchés soient déjà mis dans un système qui soit un système très très proche de celui des gens du secteur privé. Et que pour ce qui est de ceux qui sont avancés en carrière, voire de ceux qui sont proches de la retraite, on trouve évidemment des éléments d'adaptation pour ne pas déstabiliser les choses, mais qu'on arrive dans des logiques de rapprochement des situations. Un système en sifflet. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Quand vous dites convergence, c'est à terme une convergence vers le bas. Non. Il faut aligner les régimes favorisés vers un régime général. Je ne crois pas que ce soit vers le bas. Quand vous dites ça, vous sous-entendez qu'effectivement, tous les régimes, et en particulier de fonctionnaires, sont hyper avantagés par rapport au régime général. Quand vous regardez la situation, ce n'est pas tout à fait le cas. Et je ne serai pas ici celui qui dira que les fonctionnaires sont les grands gagnants ou les grands avantagés du système. Je crois qu'il y a des catégories de fonctionnaires qui sont gagnants de façon pas forcément toujours juste, et c'est plutôt les hauts fonctionnaires, ceux, en tout cas les fonctionnaires de catégorie supérieure, qui ont la possibilité, quelques mois avant le départ en retraite, de bénéficier d'une promotion dont ils auront ensuite le bénéfice pendant toute leur retraite. Les fonctionnaires de catégorie C, bien sûr, les fonctionnaires de catégorie C, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, tous les petits salaires de la fonction publique ne sont pas, comment dire, des bénéficiaires. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas rentrer dans une logique qui est une logique de guerre à cet égard. Mais si vous permettez, je voudrais aborder un autre point, parce que je voudrais être extrêmement clair sur ce sujet. Je crois qu'on ne peut pas aborder la réforme des retraites sans aborder la question du travail des seniors. C'est-à-dire qu'il faut redonner du sens au travail. On ne peut pas, tout à l'heure je parlais des jeunes, mais indépendamment des jeunes, les gens qui aujourd'hui à 56 ans, 57 ans, sont mis à la porte dans les entreprises ou sont poussés vers la sortie, ou les gens qui, même à 56 ou à 57 ans, sans être poussés vers la sortie, ont vécu depuis 10 ans, depuis 15 ans, des restructurations dans leur entreprise tous les 18 mois, des menaces de licenciement, des nécessités de travailler toujours plus. Ces gens sont usés au moment où ils arrivent à 58 ans. Or, il faudra demain qu'ils travaillent encore un nombre d'années significatif. Ce que je veux dire, c'est que si, et c'est une démarche humaniste de notre point de vue de le dire comme cela, si on ne se pose pas la question du sens du travail, si on ne se pose pas la question par exemple, des parcours de formation tout au long de la vie, de favoriser le fait qu'à 40 ans ou à 45 ans, un salarié puisse changer de métier. Parce que la flexibilité. Une flexibilité, pas uniquement dans le contrat de travail, mais dans les choix professionnels. Et si je veux même aller plus loin, et si on n'ose pas dire qu'il faut revenir à une conception qui soit une conception épanouissante du travail,
dire que l'idéal, et ce n'est pas une utopie, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le vivent, peut-être d'ailleurs vous quatre, vous avez peut-être la chance de faire partie de ceux qui peuvent dire « mon travail m'épanouit et je suis heureux dans mon travail ». J'espère que c'est le cas. Mais vous savez que ça peut être le cas d'un boulanger, que ça peut être le cas d'un plombier, que ça peut être le cas d'un chauffeur d'autocar qui emmène des enfants dans des tournées scolaires et qui est très heureux de ce qu'il fait. Eh bien, il faut prendre appui sur ces situations où le bonheur s'exprime au travail pour dire que l'un des projets de notre société dans les années qui viennent, c'est celui-là. Si on ne traite pas cette question en même temps que la question des durées de cotisation, je ne crois pas qu'on puisse vraiment donner des perspectives heureuses, comment dire, aux générations à venir. Une question de Benjamin Rosier pour RCF. Toujours sur les retraites, pour revenir sur les raisons de cette difficulté à refonder le système, que vous appelez à ça. Est-ce que finalement, depuis longtemps, on n'est pas prisonnier de la prégnance du clivage droite-gauche sur cette question ? Là, j'ai l'impression quasiment que vous m'offrez un boulevard, tellement vous savez que c'est la thèse principale de notre formation politique. Et donc, je pourrais rajouter à votre question qu'il n'y a pas que sur les retraites que nous sommes bloqués. Oui, nous sommes bloqués sur tout. Nous sommes bloqués sur tout. Et je vais vous dire, oui, il y a beaucoup... Sauf que le travail de pédagogie sur la question des retraites, depuis le rapport Rocard, il a été fait. Alors, à moitié seulement. Parce que, si vous voulez, le drame en France, c'est que comme il est très difficile de réformer, ceux qui, à un moment donné, sont porteurs d'une réforme, minimisent l'importance de cette réforme, en disant, c'est le cas actuellement de la gauche, en disant, le système finalement est très bien, il suffit de jouer de quelques curseurs, voilà. Et l'opposition... Oui, mais ce qu'avait fait la droite aussi. Et l'opposition, quelle que soit la couleur de cette opposition, elle, pour jouer l'opposition, dit « c'est le drame absolu, on fait s'effondrer le système, on est devant cette espèce de jeu de rôle qui est quand même extraordinairement troublant pour les citoyens. Finalement, par rapport au système de retraite d'aujourd'hui, faut-il croire que le système est... je dirais, parfaitement en forme et qu'il suffit d'ajuster quelques cultures, ou faut-il croire au contraire qu'il est complètement en péril? Et ce jeu de la bipolarisation amplifie cela. Et je vais vous dire quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Quand vous regardez les pays qui se sont réformés, il y a deux scénarios pour les pays qui se sont réformés. Soit ils se sont réformés avec des moments qui sont des moments d'unité nationale autour de cette réforme, ce qui a été le cas en Allemagne, avec notamment la réforme Hartz sur le travail, mais aussi avec la grande coalition qui a suivi lorsque Schröder a perdu le pouvoir et que Merkel est arrivée. Premier cas de figure, c'est par des logiques un peu d'unité nationale qu'on arrive à réformer. Bon, c'est une des thèses d'ailleurs que nous avons et que François Bayrou a énoncé à plusieurs reprises. Il y a un deuxième scénario qui fonctionne également quand vous regardez les pays qui se sont réformés, c'est des pays dans lesquels la nouvelle majorité, même quand on est dans une sorte d'opposition duale, la nouvelle majorité ne se précipite pas d'abord pour dire que ce qu'avait fait la majorité précédente est une catastrophe, qu'elle est victime du bilan, mais ce sont des pays dans lesquels, tout en respectant l'alternance, qui peut être une alternance centre-droit, centre-gauche par exemple, eh bien, malgré tout, on se dit, ce qui a été fait avant n'est quand même pas complètement inutile, et le suivant se dit, ce qui a été fait par celui qui est actuellement au pouvoir ne sera pas non plus complètement utile. Ce qui n'empêche pas la majorité au pouvoir d'infléchir un peu dans un sens ou d'infléchir un peu dans l'autre. En France, nous sommes au degré zéro de ce respect de l'action politique d'un camp par rapport à l'autre. Vous savez bien qu'aujourd'hui, les socialistes continuent à dire « nous avons hérité d'une situation épouvantable, c'est à cause de ce que nous avons obtenu de Nicolas Sarkozy ». Et puis la droite aujourd'hui dit de la même façon « les réformes de la gauche nous mènent totalement dans l'impasse ». Eh bien, se situe la capacité de réforme. Donc, ma réponse à votre question, c'est cela, c'est que ce jeu politicien extrêmement usé par ailleurs, puisqu'il se paye par des abstentions considérables et par des montées des extrêmes, dont nous allons probablement parler. Mais c'est ce système qui, effectivement, je crois, bloque beaucoup la réforme dans notre pays. Mais est-ce que le problème, au fond, qui se pose aussi bien à la droite qu'à la gauche, c'est que tout le système social issu de la libération reposait sur le travail et sur les cotisations des gens qui travaillaient. Or, aujourd'hui, on a 3 millions de chômeurs et on voit bien que tout notre système social, la branche famille, la branche retraite, la branche sécurité sociale, sont en train de se casser la figure, de dégager des déficits parce que
il n'y a plus aujourd'hui suffisamment de recettes. Est-ce qu'il ne faut pas réasseoir ce système sur autre chose? Alors, vous avez raison, mais vous n'avez que partiellement raison, si je peux me permettre. Mais je vous en prie. Parce que vous avez au moins 3 facteurs. Vous avez celui que vous venez d'énoncer, vous avez aussi celui de gestion dont je dirais que parfois elle n'évite pas un certain nombre de gaspillages et qu'il faudrait effectivement remettre ça en place. Et puis vous avez par ailleurs des complexités qu'on continue à faire vivre. Si vous prenez la question des retraites, les différents régimes, si vous regardez, j'ai regardé ça, mais attentivement, est-ce que vous savez qu'au lendemain de la guerre, les différents régimes étaient des survivances du passé dont, y compris le projet du Conseil national de la résistance, considérait que ce n'était que temporaire et que ceci devait arriver à une fusion dans un régime général. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est le régime des salariés. On ne l'a pas appelé régime des salariés, on l'a appelé régime général. Et donc on n'a pas fait ce travail. On n'a pas fait ce travail. Alors, maintenant, si je reviens à votre première question, vous avez raison. Même si en partie, et à la suite de Michel Rocard, la CSG est venue quand même un peu modifier ses équations de financement, en tout cas la question se pose aujourd'hui, je suis, comme un certain nombre de centristes, à penser qu'il faut un autre système de prélèvement des cotisations. Je suis favorable à la TVA sociale, même si dans des contextes de crise, c'est assez difficile à mettre en place. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Qu'est-ce que ça veut dire ce dernier point? Un autre système de prélèvement des cotisations. Vous voulez dire que la mécanique prélèvement, redistribution obligatoire, inévitablement vu la situation, est vouée à être modifiée si on veut s'en sortir? Non, je dis oui, je disais, là, mais là, ma remarque était très simple et très ponctuelle. Je disais, il est quand même temps de faire en sorte qu'on comprenne qu'un salarié en France qui n'a pas la... Vous savez, la France est l'un des pays du monde qui a la meilleure productivité horaire au travail. On n'arrête pas de se glorifier de cela. On le paye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1 heure de travail, en moyenne, les salariés français créent le plus de richesses que la plupart des autres pays du monde. Nous sommes fiers de cela. Nous avons tort d'être fiers de cela. Parce que ce qui compte dans un pays, et c'est l'économiste qui vous parle, c'est la productivité globale, ce n'est pas la productivité horaire. La productivité horaire record que nous avons en France, elle se paye par le taux de chômage élevé que nous avons. C'est-à-dire, elle se paye par le fait que tous ceux qui ne courent pas assez vite pour cette productivité horaire, on les met sur les bords de la route. On les met dans des situations de chômage. Alors moi, je vous dis, pour une société, il vaut mieux la faible productivité d'un salarié qui n'est peut-être pas capable de courir aussi vite que les autres, que ce salarié devenu inactif, perdant ses compétences et perdant l'estime de lui pendant des années, voire des décennies, et voire même aujourd'hui, avec un risque de reproduire ça de génération en génération. Alors, si je vous dis cela, c'est parce qu'effectivement, je trouve que le système est absurde quand aujourd'hui, il fait que à cause de l'ensemble des systèmes de charges sociales, même si je sais que sur les bas salaires, il y a eu beaucoup d'allègements, nous sommes d'accord, mais il n'empêche que quand vous rencontrez un chef d'entreprise, et en particulier un chef d'entreprise de PME, il vous dira quand même, voilà le coût que représente pour moi le fait d'embaucher ce salarié, et donc je ne l'embauche pas. Donc il faut effectivement que les prélèvements de ce dont on a besoin pour les dépenses collectives donc, option ne soient pas uniquement sur les salaires. Option plutôt libérale, de même que le système de points. Je ne sais pas si c'est libéral. Est une option plutôt plus individuelle. Remarque de Louis Dauphren. Je crois qu'aujourd'hui, si je prends le système, je reviens une seconde sur le système de retraite par points, je pense qu'il faut plus de liberté. Donc il faut effectivement que les gens puissent partir dans des espaces de temps plus larges, avec éventuellement des retraites plus ou moins élevées. Si vous appelez concilier solidarité, système collectif et capacité de liberté et de modernisation, parce que les gens en veulent aussi, je suis d'accord sur ce point. Une question de Corinne Laurent pour La Croix. Oui, vous évoquiez des blocages. La croissance aussi est bloquée. Et pourtant, François Hollande croit pouvoir inverser la courbe du chômage à la fin de l'année. Est-ce qu'il a raison? Écoutez, nous savons tous très bien comment il y arrivera, s'il y arrive. Il y arrivera par des bonnes fortunes d'emplois aidés augmentés significativement en fin d'année. Et en tout cas, ce que je vous dis, et je prends cet engagement avec vous aujourd'hui, c'est que si jamais il inverse la courbe du chômage en fin d'année, cela veut dire que quelques mois plus tard, elle repartira à la hausse. Autrement dit, que cela n'aura été qu'une petite période. Et de ce point de vue, les gens le ressentent bien d'ailleurs. Nous marquons notre première pause et on se retrouve dans quelques instants.
Retour sur le plateau de KTO pour ce Face aux chrétiens en partenariat avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Robert Rochefort, vice-président du MoDem, député européen du Grand Sud-Ouest. Pour vous interroger cette semaine, Corinne Laurent pour le journal La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF qui vous pose la première question. Alors, Monsieur Rochefort, la Commission européenne donne des ordres, elle intervient fréquemment dans la vie politique française. Le président de la Commission, Monsieur Barroso, a épinglé la France sur le fait qu'elle soit réactionnaire par rapport à sa volonté d'exception culturelle. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui d'être européen ? Permettez d'abord que je réponde, non, par votre intermédiaire, à M. Barroso, si je peux le dire ainsi. M. Barroso a fait au moins 2 erreurs, et qui sont 2 erreurs graves. La première, c'est que je ne crois pas que la France soit réactionnaire. Je crois que la France a un problème avec le fait de sa réforme, mais en tout cas, quand elle défend l'exception culturelle, elle est au contraire à l'avant-garde. Parce que s'il y a quelque chose qui est indispensable pour le monde, c'est bien la culture. Et s'il y a quelque chose qui différencie l'Europe du reste du monde et qui donne un projet européen, c'est la culture. Et j'allais dire les cultures européennes. Et dans un débat de libre-échange avec les États-Unis, ne pas comprendre que l'exception culturelle est absolument majeure et à préserver, c'est une erreur sociétale absolument considérable quand vous êtes à la tête de l'exécutif européen. C'est ça qui, pour moi, est le plus grave du plus grave. J'en profite d'ailleurs au passage pour vous dire qu'en ce qui me concerne, je me suis abstenu au Parlement européen par rapport à cette ouverture de négociation avec un accord de libre-échange avec les États-Unis, parce que je crois qu'il y a d'autres sujets que la culture. Tout s'est focalisé sur la culture, et heureusement qu'on a a priori sauvé l'exception culturelle, mais il n'y avait pas que cela. Alors maintenant, la deuxième erreur de M. Barroso. La deuxième erreur, c'est que quand on est président de la Commission, on a un devoir aujourd'hui qui est de ne pas mettre d'huile sur le feu. Vous l'avez dit, l'angoisse à l'égard de l'Europe, la déception est telle que rajouter de l'huile sur le feu en opposant les uns aux autres est quelque chose qui n'a aucun sens. Évidemment, il était obligé qu'il provoque une réaction violente de la part du président de la République française et de la part d'un certain nombre de ministres et d'un grand nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques françaises, de ce qui s'est passé. Alors ensuite, il y a eu le jeu de rôle habituel, j'ai entendu à Bruxelles il y a 2 jours, la conférence de presse où ceci, on ne s'est pas bien compris et puis on s'est réconcilié. Mais vous voyez, sur le fond, ceci n'est pas bien. Mais alors, cette expression de Barroso, cette expression libérale de la Commission européenne, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a, finalement, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui est grave dans la situation actuelle, c'est que l'écart s'est creusé. L'écart s'est creusé entre une Europe plutôt libérale et plutôt moteur et plutôt active et qui a des résultats économiques qui ne sont pas mauvais, et une Europe qu'on appelle assez souvent une Europe du Sud, qui est une Europe qui n'est pas sur ce type d'idée. Le drame, simplement, parce qu'il ne faut pas uniquement accuser Bruxelles, ni même M. Barroso, le grave, c'est que la situation de la France n'est pas bonne, parce que le leader de ces pays du Nord, c'est quand même l'Allemagne, qui a fait toutes ces réformes, tandis que le leader naturel de ces pays du Sud, ça devrait être la France, et la France n'a pas fait les réformes que ce pays devait faire depuis 20 ans ou 30 ans. Et donc aujourd'hui, derrière cette phrase de M. Barroso, il y a ce que l'on dit assez souvent et qui est la réalité, un écart de vue entre la France et l'Allemagne, une perte de compétitivité de la France face à l'Allemagne, qui amoindrit considérablement sa capacité d'être leader. Une Madame Merkel qui est aujourd'hui, reconnaissons-le, qui est aujourd'hui la leader politique de l'Europe. Ce n'est pas M. Barroso, c'est Madame Merkel qui est la leader politique de l'Europe, tout en n'en ayant pas la légitimité démocratique, puisqu'elle n'est que, et quand je dis que, évidemment c'est à mettre entre guillemets, mais elle n'est que la première des responsables d'un peuple très important, le plus nombreux de l'Union européenne, qui est l'Allemagne. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que l'Europe, bizarrement, est soit pas assez démocratique, soit trop démocratique. Mais en tout cas, elle est plutôt pas assez démocratique. Et vous voyez, je vais même vous faire une petite remarque. Admettons que Mme Merkel soit présidente des États-Unis d'Europe, si jamais ça existait, ou si jamais on élisait le président de l'Europe au suffrage universel. Eh bien, je crois que la situation serait moins pire qu'aujourd'hui.
parce que Mme Merkel serait élue par 350 millions d'électeurs dans un peuple européen de 500 millions, et du coup, elle ne serait pas élue que par des Allemands. Et donc, elle aurait forcément, je dirais parce que l'habit fait le moine, elle aurait forcément la nécessité de défendre d'autres intérêts que simplement les intérêts allemands. Alors qu'aujourd'hui, étant donné qu'elle est chancelière d'Allemagne, elle est piégée non seulement par la cour de Karlsruhe, mais aussi par le fait qu'elle est là pour défendre les intérêts allemands. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Sur ce dernier point, vous pensez que d'autres peuples européens éliraient un président qui serait allemand? Écoutez, je pense qu'à terme, il faut arriver à une élection. Alors, je vais vous répondre, oui, cela risquerait de ressembler au concours Eurovision de la chanson. C'est-à-dire que chacun ne voterait non pas pour la meilleure chanson, mais pour la chanson de son pays. Et là, l'Allemagne est culturellement isolée. C'est pour cela qu'il existe tout de même des processus intermédiaires. Et les processus intermédiaires, je crois que nous ne sommes pas prêts pour un suffrage universel aujourd'hui, mais nous pourrions, de façon, comment dire, un peu intermédiaire, organiser par exemple un grand congrès, un super congrès, qui réunirait le Parlement européen plus un nombre identique de parlementaires nationaux venant des différents pays de l'Union. Cela ferait un collège électoral au 2e degré, mais d'environ 1500 grands électeurs, et qui pourrait élire effectivement au suffrage universel, en évitant peut-être cette difficulté. Question de Corinne Laurent pour La Croix. Oui, le MoDem organise samedi un forum du renouveau européen en vue des élections européennes de l'an prochain. Comment comptez-vous, comment votre mouvement compte-t-il exister dans ce scrutin ? Alors, permettez-moi d'abord de vous dire comment il existe aujourd'hui d'une façon globale. Le mouvement démocrate créé par François Bayrou et François Bayrou. Je trouve que l'actualité, notamment avec l'affaire Tapie, me permet quand même de vous dire que nous sommes un mouvement d'avant-garde. Trois sujets, je pourrais même en donner 4, mais enfin en tout cas 3 sujets sur lesquels François Bayrou a eu raison quelquefois avant les autres. Quelquefois, quand on est trop en avant-garde, on se retrouve tout seul. Vous avez raison, Lénine disait qu'il fallait être un pas devant les masses et pas deux. Donc Lénine cité sur KTO, voilà, comment dire, quelque chose qui est peut-être une première, je ne sais pas, ou sur Radio Notre-Dame, ou à La Croix, ou sur RCR. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons eu raison sur 3 sujets fondamentaux. L'importance de la dette. François Bayrou, vous vous en souvenez, et c'était, comment dire, bien avant, que ceci soit banalisé comme ça l'a été avec la crise. Dont acte. Deuxièmement, la nécessité de produire à nouveau, de réindustrialiser. À l'époque où on nous disait il ne faut que laisser les services qui vont sauver l'économie française, François Bayrou, notamment avant l'élection présidentielle de l'année dernière, disait c'est la production industrielle en France qui est indispensable. Et sur la question de l'affaire Tapie, je vous suggère juste de relire le livre Abus de pouvoir que Nicolas Sarkozy contre Nicolas Sarkozy était perçu comme ça, que François Bayrou avait édité il y a, si je me souviens bien, 4 ans. Vous verrez qu'il y a plusieurs dizaines de pages sur l'affaire Tapie qui sont exactement l'énonciation de ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous sommes, comment dire, je ne sais pas si nous l'avons fait exprès, si nous l'avons choisi. Peut-être qu'il y a des moments des formations politiques qui sont des formations politiques d'exercice du pouvoir, et d'autres moments où il y a des formations politiques qui sont des formations politiques porteuses de messages. Aujourd'hui, nous sommes porteurs de messages avec l'ambition d'exercer le pouvoir, mais nous sommes plus porteurs de messages qu'exerçant vraiment le pouvoir. Mais pour exercer le pouvoir, il faut des voix et des électeurs. Vous avez raison. L'adhésion au message. Alors, quel est aujourd'hui notre message principal ? Et je reviens sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Notre message principal, c'est de dire le jeu politique en France est un jeu politique mortifère qui ne pourra pas se redynamiser par lui-même avec la bipolarisation dans laquelle nous sommes. Et soyons clairs, il y a 2 événements importants ce week-end. Vous avez raison de parler de notre convention. Il y a un deuxième événement, c'est le résultat du 2e tour des élections dans le Lot-et-Garonne. Si par hasard, par diabolique hasard, le Front National gagne cette circonscription, vous verrez que ça va faire bouger beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'on va se dire qu'effectivement, ce jeu politique dans lequel nous sommes, il est aujourd'hui vraiment en train de fabriquer des monstres. Je ne parle pas des personnes, je parle du jeu politique lui-même. Et ce que je veux dire, c'est que je vous annonce
que dans 6 mois, dans un an et demi, je ne sais pas quand, peut-être aux élections européennes de l'année prochaine d'ailleurs, il va y avoir, comment dire, un renversement de table quelque part. Et j'aimerais que ce renversement de table ne se produise pas par une montée considérable des extrêmes. Donc ce que nous avons à dire, c'est cela. Alors quant à la question de l'Europe, nous avons effectivement à dire que, que l'Europe est à rebâtir, que l'Europe est à reconstruire, qu'il y a eu un terrible gâchis, que bien que nous soyons la famille politique qui a été la famille politique dans laquelle ont été les fondateurs de l'Europe, eh bien, ces fondateurs de l'Europe, on a probablement un peu gâché leur héritage, mais que nous sommes aujourd'hui en charge d'inventer du neuf par rapport à cette Europe. Et c'est ce que nous allons faire samedi. Alors, question pratique, stratégique, aux européennes. Vous allez avoir une liste de l'UMP, dans chaque région, grande région. L'UMP, l'UDI, le MoDem, les Verts, le Parti Socialiste, Mélenchon et le Front National. Dans cette hypothèse-là, compte tenu du peu de succès qu'a le terme Europe aujourd'hui, on peut être certain que le MoDem ne va pas faire des scores très très brillants. Donc comment vous gérez cette situation de dilution du vote européen ? Dans toutes les élections, qu'il s'agisse des municipales avant ou qu'il s'agisse des européennes ensuite, nous sommes porteurs d'un message de rassemblement. Nous ne voulons pas être, comment dire, porteurs d'un drapeau qui nous isole et dans lequel nous serions les intégristes d'une vérité que nous affirmons, même si j'ai dit ça tout à l'heure. Donc, je suis favorable, dans toutes les élections, à ce que nous soyons dans des processus de rassemblement qui incorporent des possibilités d'alliance. Arc-en-ciel, des possibilités d'alliance. Alors maintenant, vous me parlez de l'Europe et je ne vais pas échapper à votre question. Je vais vous répondre très directement. Avec qui ? Je vais vous répondre très directement. Au moins, le scrutin européen ne doit pas être un scrutin pour ou contre François Hollande. Parce que ce n'est pas ce scrutin-là qui va faire que François Hollande sera renversé ou que la majorité à l'Assemblée nationale sera renversée. Ce n'est pas l'histoire du scrutin européen. Donc, je trouve en tout cas qu'avec les centristes, qui sont aujourd'hui divisés, qui sont dispersés, il y a un devoir de rassemblement. Donc, je souhaite, je l'ai d'ailleurs déjà dit, je souhaite qu'il y ait des listes centristes. Je souhaite que, par exemple, nos cousins de l'UDI, qui ont été pendant longtemps des gens dans la même formation politique que nous, se rassemblent avec nous. Maintenant, c'est à eux qu'il faut poser la question. J'ai le sentiment, jusqu'à il y a quelques mois, qu'ils étaient effectivement demandeurs d'aller sous leur propre couleur aux élections européennes. Je n'en suis plus complètement sûr. J'ai le sentiment qu'il y a des courants chez eux et que certains peut-être se disent que finalement aller avec l'UMP, ce serait une façon, raisonnable de faire comme d'habitude. Alors je leur dis, attendez, vous avez dit que vous avez créé un parti pour être différent de l'UMP et si à chaque élection, vous vous mettez sous la tutelle protectrice de l'UMP, je ne suis pas sûr que c'est comme ça que vous contribuerez de votre côté à renouveler le vie politique et en tout cas l'Europe. Donc moi je suis favorable à ce qu'il y ait des listes élargies, pas simplement MoDem et UDI, ça peut être plus large. Les Verts s'ils le veulent, certains Verts en tout cas. Je dois vous dire qu'en tant qu'observateur de la vie politique, je vois bien ce qui montre la complexité du jeu politique en France aujourd'hui, qu'il y a au moins 2 verts. Il y a au moins 2, le vert foncé et le vert clair, je ne sais pas comment il faut le dire. Il y a des verts extrêmement pro-européens, dont je suis très proche, et puis il y a certains verts qui ont des discours plus extrémistes ou plus marqués directement dans une gauche radicale dont je ne suis pas forcément aussi proche. Question de Corinne Laurent pour La Croix. Oui, c'était ma question. En fait, vous seriez favorable à la fusion, pour qu'on comprenne bien, de listes MoDem et UDI ? Ça n'existe pas, la fusion. Vous savez, c'est une élection à un tour. Donc, ce n'est pas comme les municipales. Il n'y a pas de fusion possible. En amont. Voilà, en amont. Écoutez, moi, en tout cas, je trouve que sur l'Europe, nous avons, souvent des positions qui sont les mêmes. Pas toujours, mais nous avons une ambition, nous avons une histoire, et je trouve que ça ferait sens. Et quelle est... Alors je reprends la réflexion de Jean-Michel Blier. Je dois dire que je ne serais pas complètement fier si effectivement au moment du scrutin européen, il y avait plusieurs listes centristes en concurrence les unes avec les autres. Surtout que, si vous permettez, ce que les centristes demandent depuis tout le temps dans le jeu électoral, c'est la proportionnelle, en disant que la proportionnelle est quelque chose qui les respecte. Or, le scrutin européen est à la proportionnelle.
Donc c'est un point sur lequel il n'y a pas la nécessité du vote utile qui fait que certains centristes se mettent avec l'UMP ou que d'autres de centre-gauche se mettent avec le Parti socialiste parce qu'ils disent au deuxième tour, il y a un député qui doit être élu avec 50%, donc ce réflexe de vote utile n'existe pas pour les élections européennes. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. L'élection justement à Villeneuve-sur-Lot, vous dites face au FN, Front républicain. Mais dans ce cas, vous entrez dans, pas ces mots, mais vous entrez dans le jeu du système le résultat est le même. Vous dénoncez. Ou alors vous dites, finalement, j'aimerais bien que le FN renverse la table. Non. Pour changer les cartes. Je vais vous dire, changer l'enjeu. Je vais vous dire, non, je ne suis pas adepte de la terre brûlée. Je ne suis pas adepte d'avoir la situation du pire pour récupérer ensuite le moins pire. Il y a deux scénarios par rapport comment dire, à l'avenir. Il y a effectivement un scénario où les extrêmes, et en particulier l'extrême droite, qui s'est un petit peu, comment dire, embourgeoisée, qui apparaît un petit peu comme plus fréquentable, en particulier pour certains courants de l'UMP, crée la surprise. Et à ce moment-là, que cette création d'une surprise avec beaucoup d'élus dans les prochains scrutins favorise un rassemblement de tous les autres démocrates. Vous pourriez dire d'une certaine façon, puisque vous êtes favorable à, à une unité nationale, eh ben, ce serait tout bénef pour vous. Vous retrouveriez une place dans ce jeu qui consiste à être tous unis contre le Front National. Eh bien, je vous dis quand même, ça, ce serait jouer avec le feu. Je préférerais de beaucoup une solution dans laquelle les démocrates de différentes sensibilités se rassemblent et donc, effectivement, comme c'est le cas à Villeneuve-sur-Lot, eh bien, élisent quelqu'un qui n'est pas forcément celui dont ils sont proches pour tout un tas d'autres propositions politiques, mais qui en tout cas empêchent effectivement le Front National. Donc Front républicain, vous serez dans le Front républicain. En tout cas, si la question que vous voulez aborder, puisque c'est ma circonscription aussi, je suis élu, évidemment, elle est très très large, circonscription européenne, mais ça couvre effectivement la circonscription française de Villeneuve-sur-Lot. Si ce que vous voulez m'entendre dire, c'est que je souhaite à tout prix que les électeurs aillent voter et qu'ils n'élisent pas le candidat du Front National, la réponse est évidemment oui. Question de Benjamin Rosier pour RCF. Si on cessait à décrypter, finalement, si renversement de table salutaire il y a, c'est l'union nationale à laquelle vous avez déjà appelé. C'est l'union nationale. L'unité nationale. Parce que pour nous, il y a une différence entre l'union nationale et l'unité nationale. L'union nationale, c'est ce qui se fait, je dirais peut-être quand il y a une guerre avec un pays extérieur. Où là, voilà. Nationale, ouais. Ici, nous sommes dans une situation où l'unité doit se faire entre gens qui ont envie de réformer. Pas entre gens qui... ça n'a pas de sens de mettre ensemble des gens qui veulent réformer et des gens qui ne veulent pas le réformer. Nous voulons la réforme. Et la réforme, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas dire que ce que fait la gauche de bien est mal quand on est à droite, ou de dire que ce que fait la droite de bien est mal quand on est à gauche. Et unité parce qu'on est en présence, d'une société fragmentée, voire fracturée ? Oui, parce qu'on est dans une société qui est une société qui change tout, qui bouge tout, parce que les électeurs eux-mêmes ne sont plus dans des logiques idéologiques. Vous allez voir l'année prochaine les municipales, vous allez retrouver encore plus que les fois précédentes ce qu'on avait déjà observé. Des mairies qui votent à gauche et qui élisent un maire de droite, ou des mairies qui votent à droite, enfin des mairies, des électeurs d'une mairie qui votent à droite et qui élisent un maire de gauche. Parce que vous verrez que l'année prochaine, il y aura effectivement, et c'est une très bonne chose, une priorité qui sera donnée, et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, à des équipes compétentes et de très grande qualité dans des mairies, et que ceci transcende le fait que l'un se présente avec une étiquette de gauche ou que l'autre se présente avec une étiquette de droite. Question de Louis Dauphren. Sur la question européenne, vous avez dit, François Bayrou a eu des propos visionnaires en parlant de production industrielle au lieu des services et que c'était sur cette production industrielle qu'il fallait miser. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la défense du libre-échange européen tel qu'il existe aujourd'hui, qui est quand même au cœur de l'Europe telle que nous la vivons, et le plaidoyer pour une production industrielle nationale? Alors, il faut effectivement amender le logiciel européen sur ce point. Il faut l'amender au moins sur deux aspects. Premier aspect, il est important que l'on reconstruise en Europe des leaders industriels. La politique de la concurrence à tout va, qui par exemple consiste à dire il est préférable qu'il y ait Alstom en France et Siemens en Allemagne qui fabriquent des TGV, parce que comme ça il y a une concurrence entre les deux, est stupide. Ce qu'il faut, c'est une alliance entre Alstom et Siemens pour faire des TGV du 21e siècle qu'on puisse vendre au reste du monde. Ça, c'est la première chose sur laquelle il faut changer les choses. Deuxièmement, il faut effectivement, dans les accords de négociation internationaux, c'est le cas avec les États-Unis, là, mais ce serait le cas avec la Chine, et rappelez-vous, il n'y a que quelques jours,
l'affaire des panneaux solaires versus le vin français, il faut évidemment être dans des logiques de réciprocité. Il faut que l'Europe arrête d'être dans une naïveté qui lui fasse ne pas prendre conscience de cela. Et ça passe, alors je vous le dis aussi, parce que ça c'était un contenu politique fort que je vais vous dire là, ça passe aussi par le fait que je trouve malheureusement, et c'est pas, comment dire, ce que je vais dire peut-être un peu rapide, mais j'ai l'impression que c'est la conception britannique de l'Europe qui a gagné, plus d'ailleurs que la conception germanique de l'Europe. C'est la conception britannique de l'Europe qui a gagné. C'est pour cela que je crois qu'on avancera dans la construction de l'Europe à venir à partir de la zone euro. C'est la zone euro qui a une responsabilité pour lancer des initiatives nouvelles. Et ça ne vous aura pas échappé que dans la zone euro, il n'y a pas tous les pays de l'Union européenne d'aujourd'hui. C'est la zone euro certainement qui a une responsabilité importante à cet égard. Dernière question de Benjamin Rosier. Mais quelque part, ce logiciel européen, il est prisonnier du logiciel de l'OMC. Je veux dire, ça ne se joue pas qu'au niveau européen, il faut s'en départir. Non mais attendez. Certes, n'a pas que des inconvénients, mais ce libre-échange. Attendez, la question n'est pas là. La question, c'est que vous savez très bien que la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, c'est-à-dire les deux pays leaders des deux autres zones du monde, à part la zone Europe-Afrique, pour faire simple, sont des pays qui savent très bien défendre leurs propres intérêts tout en discutant avec l'OMC. Il est important que l'Europe fasse la même chose. Ouais. L'Europe, d'ailleurs, qui doit devenir le leader de cette zone mondiale, qui doit couvrir, comment dire, à terme, une large partie de l'Afrique du Nord et même peut-être une partie de l'Afrique centrale. Tout ceci doit se construire pas à pas. Donc il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. En aucun cas, je suis un partisan du repli sur soi. En aucun cas, je pense que le protectionnisme est une bonne chose. Mais la libéralisation du commerce est une très bonne chose à partir du moment où elle est équilibrée. Il s'agit de l'équilibrer et il s'agit de défendre les PME, comme les États-Unis savent le faire par exemple. En Chine, il s'agit, vous le savez très bien, qu'en Chine, on ne peut pas créer une entreprise sans avoir un partenaire chinois qui d'ailleurs est majoritaire. Donc c'est bien du protectionnisme. Non, c'est pas du protectionnisme. C'est pas du protectionnisme. C'est de la régulation. Non, oui, mais c'est ça qu'il faut éviter. Nous sommes en France beaucoup trop un pays idéologique et pas assez un pays pragmatique. Il y a beaucoup de PME qui ont, comment dire, des exportations à faire, qui doivent pouvoir les faire. Il faut qu'on les aide à les faire. Non, on ne reviendra pas d'ailleurs au protectionnisme. Ce serait, comment dire, une perte. Ce serait, par exemple, pour vous donner un exemple concret. Enfin, c'est un soutien national contre les dispositions européennes. Non, d'abord c'est un soutien européen. C'est un soutien qui est fondé sur des critères de qualité. C'est-à-dire qu'il faut dire, par exemple, que dans les pays où les droits sociaux ne sont pas pris en compte, où comment dire, la contrainte environnementale n'est pas intégrée dans les processus de production, eh bien, il ne peut pas y avoir une ouverture des marchés parce que de toute façon, on ne sert pas la planète en faisant comme ça. Donc ce n'est pas du protectionnisme. C'est une logique de convergence et d'équilibre pour une croissance nouvelle. Nous marquons une deuxième pause et on se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Robert Rochefort, vice-président du MoDem. Pour vous interroger cette semaine, Corinne Laurent pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. Votre ami Jean Lassalle, qui avait déjà fait une grève de la faim à l'Assemblée, là, cette fois-ci, il est parti dans un grand tour de France, à pied, avec son costume et son béret, et il est parti à la rencontre des Français. Et ce qu'il dit est assez pessimiste, puisqu'il dit que la société française est au bord de la rupture. Vous êtes aussi quelque part un sociologue, quelqu'un qui avait observé et qui observe tous les jours cette société. Est-ce que vous diriez la même chose? Aujourd'hui, on est au bord d'une fracture. Alors d'abord, permettez-moi de rendre hommage à Jean Lassalle. J'étais avec lui samedi dernier à Paris, puisqu'il a fait un retour pour quelques jours à Paris, et ça se passait au Champ de Mars. Et ce qu'il fait est un acte d'un courage extrême, et c'est l'engagement d'un homme. Et c'est évidemment un peu hétérodoxe, c'est pas ce qu'on attend a priori d'un député, mais je crois que ça apporte quelque chose. Et effectivement, ce qu'il dit, c'est quoi? Il dit deux choses. Il dit premièrement la France des chefs-lieux de canton, la France des petits villages, la France des petites villes est totalement désemparée par rapport à l'évolution, comment dire, qui est en train de se faire. Et il dit deuxièmement, nous tous, c'est-à-dire les politiques, mais vous aussi les journalistes,
on ne l'écoute pas, cette France. On fait de temps en temps semblant de l'écouter. Je veux dire, et je sais, y compris dans vos médias, parce que je les écoute ou je les lis, je sais qu'il y a des pages, comment dire, il y en a peut-être un peu plus que dans d'autres médias, mais malgré tout, comment dire, on a un peu le sentiment, on les regarde avec un air un peu supérieur. Et la réalité est là. Et évidemment, tout ceci est très grave. C'est pour ça d'ailleurs qu'au mouvement démocrate, y compris sur le produire, et ça a un rapport avec l'Europe dont je parlais tout à l'heure. Finalement, il y a deux conceptions de gérer les affaires économiques et les affaires du monde. Il y en a une qui est la conception macro, qui est malheureusement celle des grandes formations, et y compris celle des socialistes aujourd'hui, qui consiste à dire c'est d'en haut que ça se passe. C'est d'en haut. C'est d'en haut, puis ça descend. Et puis ça descend, puis ça finit par arriver. Le problème, c'est que ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus parce que tout est grippé partout. Et puis parce qu'il n'y a plus ces hussards de la République, au-delà des instituteurs, mais même des fonctionnaires qui étaient partout sur le maillage du territoire et qui faisaient circuler les trains, et qui faisaient que tout ça se passait bien. Et il y a une autre façon de voir la société, qui est de partir du bas. Et c'est pour ça que nous pensons, nous, que la création d'activité, elle doit se faire par les PME, par les artisans, par aujourd'hui les auto-entrepreneurs, qu'on a tort de vouloir, comment dire, culpabiliser comme on le fait, même s'il faut être attentif à leur statut. Et de ce point de vue, oui, je crois que la société française ne se revitalisera que par la capacité de rassembler ces initiatives, de les mettre en avant, de les montrer, de les valoriser, de les coordonner, de les encourager. Corinne Laurent pour La Croix. Oui, derrière cette rupture de confiance entre les Français, les hommes politiques, rupture du lien social, qu'est-ce qu'il y a en fait? Est-ce que ce sont des questions d'identité finalement qui sont sous-jacentes? Oui, il y a à la fois des questions d'identité et il y a des questions de mauvaise façon d'aborder la complexité du monde aujourd'hui. La complexité du monde appelle à des compréhensions horizontales et nous sommes dans une société de silos avec des logiques verticales. Par exemple, est-ce que le grand débat qui a dominé cette année civile sur le mariage pour tous ça est un très bon exemple. Est un débat qui a cristallisé ce C'est un très bon exemple. La question d'aujourd'hui n'est plus, permettez-moi en tout cas c'est ce que je pense, la question d'aujourd'hui n'est plus de savoir si on est pour ou contre, ceci a été tranché par le Parlement. Je ne crois pas d'ailleurs que ce sera tranché d'une façon différente à l'avenir. Mais en tout cas, la question est finalement fondamentale, c'est au moins de comprendre qu'est-ce que sont les souffrances de ceux qui ont senti comme homophobie l'opposition à cela, et quelles sont les souffrances de ceux qui ne se sont pas sentis respectés dans leur identité propre en banalisant quelque chose qui est tout, peut-être qu'on peut être pour ou contre, mais en tout cas qui n'est pas banal. Vous savez, alors justement, puisque vous me parlez de ça, c'est comme la famille. Aujourd'hui, malgré tout, il y a un endroit où la société fonctionne encore, c'est la famille. Et pourquoi la société familiale fonctionne-t-elle encore ? Parce que la société familiale est passée d'une logique verticale à une logique horizontale, à une logique, comment dire, qui est une logique redistributive. Absolument de cette nature. Il faudrait s'inspirer de cela et de ce modèle souple, tout en étant en même temps très assis théoriquement et en termes de système de valeurs. On devrait beaucoup plus s'en inspirer par rapport au monde. Et il y a un autre endroit qui fonctionne bien, c'est la commune. Parce bien que sûr. Dit Jean Lassalle, les gens qui le rencontrent disent le maire, on peut aller l'engueuler. Oui, c'est pour cela d'ailleurs que nous ne sommes pas favorables à la suppression des communes. Quand on dit en France, il y a trop de communes, il y a trop de petites communes, c'est une erreur en termes de lien social que de penser que l'avenir serait uniquement dans la concentration forcée des communes. Alors il y a des problèmes à cause du millefeuille, je ne vais pas ici le... Mais aussi, je vais vous dire, les petites communes, il y a une autre caractéristique, c'est que ce sont très souvent des bénévoles. Ce ne sont pas, comment dire, des fonctionnaires. Et dans le statut de l'élu, qu'il faut rendre beaucoup plus transparent, tout le débat qui est actuellement à l'Assemblée nationale sur la vérité par rapport aux hommes politiques. N'oublions pas que l'essentiel des élus sur le territoire, ce sont des bénévoles ou des quasi-bénévoles. Une ultime question de Benjamin Rosier, RCF. Oui, pour revenir sur la question des identités, c'est vrai que sur le mariage pour tous, vous avez beaucoup dit, c'est révélateur d'une société fragile avec des problèmes d'identité. Quelles identités s'opposent quelque part? Qu'est-ce qui se passe là, sur ce sujet-là? À ce sujet-là? À ce sujet-là, et peut-être aussi sur les crispations identitaires de cette société fracturée. Ce qui se pose pour moi, c'est le fait que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui va de plus en plus vite et dans lequel les changements sont absolument considérables. Et je voudrais élargir la question. Là, il y a la question par rapport au mariage pour tous, mais on aurait pu l'aborder sur les questions, de bioéthique, on aurait pu l'aborder sur tout un tas de questions de type scientifique. Le problème de notre société, on retrouve d'une certaine façon par décalque ce que l'on a dit sur la structure politique. C'est-à-dire qu'on retrouve dans toutes ces questions qui sont éminemment complexes
et sur lequel il faudrait du temps pour se former, pour partager, pour échanger, pour écouter les inquiétudes des uns et des autres, et pour voir comment on avance avec tout cela, on retrouve des sortes d'archaïsmes, de fausses simplifications. Par exemple, prenons l'euthanasie, et je termine. Prenons l'euthanasie. Ceux qui sont pour l'euthanasie vont dire que c'est quelque chose qui ne bouleverse absolument pas les choses. Ceux qui sont contre l'euthanasie vont dire c'est une rupture anthropologique considérable, c'est le droit de mort, enfin c'est quelque chose de très très fort. Ce que Jean Leonetti avait réussi à faire, c'est justement d'être beaucoup plus subtil dans ces questions. Et c'est dans cette direction-là qu'il faut continuer. Tout en sachant que sur le terrain, il y a des pratiques qui se font tous les jours. Et que ce n'est pas d'un côté ou de l'autre qu'il faut basculer de façon caricaturale. C'est ça, prendre en compte la question de la complexité. Et ça revient à la question de l'éducation. Ça revient à la question, comment dire, Moi, je suis pour une société dans laquelle les gens apprennent à penser par eux-mêmes, soient formés par rapport à tout cela. C'est peut-être ça qui aurait été important dans la refondation de l'école. Je ne suis pas sûr que ce soit la question qui a été abordée en principal. Merci Robert Rochefort, vice-président du MoDem, député européen du Grand Sud-Ouest, était notre invité cette semaine. Fin de cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne Hidalgo, qui est la candidate socialiste à la mairie de Paris. L'émission sera présentée par Dominique Gerbeau. Ce sera la dernière émission de la saison. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Cela a été un plaisir de vous retrouver chaque semaine depuis le mois de septembre et peut-être à bientôt. Au revoir.